Voilà, c'est tout bon. Donc, selon les experts, entre 80 et 97% des nouveaux produits échouent lors de leur phase de lancement. Donc, la faute à qui? En partie aux études quantitatives et qualitatives qui génèrent des résultats erronés, les consommateurs n'étant pas conscients de toutes les décisions qu'ils prennent ou ne les assumant pas lors d'un sondage. Donc, tout est très relatif. Donc, ce n'est pas des bases fiables pour savoir comment on va acheter potentiellement les produits qu'ils mettent en vente. Donc c'est pourquoi les marketeurs tentent de trouver la riposte aux études traditionnelles. Au cœur de plusieurs polémiques, parce que c'est vraiment le problème aujourd'hui du libre arbitre, le neuromarketing semble représenter cette alternative idéale et rationnelle, puisqu'il permet d'accéder directement au cerveau des consommateurs. Je descends un petit peu. Donc on verra au fur et à mesure de cette conférence, je vous ai apporté des petites vidéos qui expliquent bien comment ça fonctionne. D'ailleurs, je vais vous en passer une dans pas longtemps. On va un petit peu décrypter des publicités, on va décrypter aussi des jingles de grandes chaînes d'information 24/7, des choses comme ça. On va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, le neuromarketing est la pratique qui lie les neurosciences cognitives au marketing traditionnel. Marketing d'entreprise, donc les analyses, la sélection fine, c'est-à-dire par tranche culturelle, par intelligence, milieu rural, milieu urbain. On essaye de décortiquer un petit peu d'où vient l'individu susceptible d'acheter et comment il peut réagir. Voilà. Donc, Cognitivo Marketing à la communication et à la publicité. Il s'agit pour les marques de l'outil ultime. Et c'est vrai que c'est porté au carré. La puissance du neuromarketing, c'est multiplié par 1000 par rapport au marketing traditionnel. C'est vraiment la prise de pouvoir des cerveaux. De l'outil ultime pour analyser le comportement du consommateur à travers la réponse émise par son cerveau. Au milieu d'un rayon de supermarché, sur une page internet ou tout simplement face à une publicité. Le but étant évidemment de rendre la communication de plus en plus efficace pour les marques. Donc, je vais vous montrer quand même, donc on va passer à une image. Bon, là vous voyez par exemple, et je vais vous passer cette publicité, que Coca-Cola a analysé par IRM toutes les structures du cerveau lors de la mise en place de sa publicité. Donc ils ont élaboré leur publicité avec des cobayes, entre guillemets, des sujets en IRM, c'est-à-dire des IRM spéciaux avec des écrans qui diffusent des images, des odeurs, des choses comme ça. Et vous voyez ici qu'on cherche les fréquences de réception du cerveau, la façon dont il va réagir. Donc vous verrez, c'est subtil, on va l'analyser cette publicité. Alors, je remonte plus haut, on va continuer. Alors, le neuromarketing, ça vient d'où? Bon, tout le monde sait à peu près, je pense. Évidemment, les USA. Pourquoi? Parce que oui, ils ont des grandes industries, c'est vrai, qui génèrent beaucoup d'argent, donc qui ont beaucoup de moyens pour élaborer de nouvelles stratégies. Et puis, bon, là-bas, c'est quand même un pays très libéral, donc très concurrentiel, donc on cherche les méthodes les plus élaborées pour vendre au maximum. Et puis, bon, c'est un pays très ouvert au niveau de l'éthique, au niveau des lois, ils ont plus de possibilités. Il n'y a pas d'éthique comme la bioéthique comme chez nous, par exemple, ou le neuromarketing, on n'aime pas trop en France. Donc, si certains estiment que le neuromarketing est une pratique plutôt récente, datant du début des années 2000, ce qui est vrai parce qu'il y a eu quand même toute la technologie numérique qui s'est vraiment développée durant les années 2000, mais c'est beaucoup plus ancien et on le verra aussi à travers Edouard Bernays, dont je vous parlerai tout à l'heure. Décidément, il a décidé de m'embêter. Voilà. Qui est le père du marketing, Edouard Bernays, dans les années 20. Celui-là même dont je vous avais parlé dans la précédente séance, où il avait piqué les théories de son oncle Sigmund Freud pour les importer aux États-Unis. Donc c'est paradoxal, mais là-bas en Amérique, Freud est très lu, notamment pour le frayage neurologique, l'individuation primaire, secondaire, on va travailler tout ça. Il est très lu et très étudié là-bas. Bon, il a fait des bourses comme tout le monde, c'est normal, c'était il y a un siècle. Et en France, au contraire, on ne l'étudie pas suffisamment. Et c'est pour ça que le neuromarketing, quelque part, a soit une toute-puissance, une domination quasi totale sur les populations, parce que ce qu'on va faire ce soir, si c'était généralisé, on regarderait la télé sous un angle très différent. Donc forcément, on annule par le pouvoir de la connaissance l'incitation à l'achat, si vous voulez, la pulsion d'achat. Alors, en effet, dès 1979, de premières études menées par des marques américaines prouvaient, grâce à l'électroencéphalogramme, que les publicités provoquant le plus d'activité cérébrale étaient les mieux mémorisées.
Donc on allie la publicité ou le message publicitaire avec une émotion. Donc on verra au fur et à mesure. J'ai amené par exemple 3 pubs Renault. Une qui est, on va dire, des années 70, fin 70, début 80. Une vers 1985-90 avec la Renault 9 et 11 par exemple, où on voit déjà l'émotion arriver dans les publicités. Et puis une toute récente avec normalement je n'ai pas le droit de citer de marque, mais c'est une Audi A1. Et là vous verrez le pouvoir du neuromarketing sur... voilà. On ne se contente pas de faire un message, il faut vous faire sentir quelque chose. C'est-à-dire, quand vous regardez la télé, c'est comme si vous étiez au volant de la voiture, il faut qu'il y ait le visuel, il faut qu'il y ait du contraste, de la lumière, de la sensation. Il faut que quand vous ayez vu cette publicité, vous vous dites, bah voilà, comme moi par exemple, j'aime bien l'Audi A8, je me dis, ah, j'aimerais bien être au volant d'une Audi A8. Seulement quand on voit le prix, c'est pas près d'arriver. Peut-être attendre dans une autre vie, mais sachant que ça varie entre 97 000 et 157 000 euros, c'est vraiment pas près d'arriver. Alors, la réponse fut apportée en 1990 grâce à Rothschild et Yoon, qui a découvert que la publicité la mieux mémorisée était celle déclenchant une activité de l'hémisphère gauche dans les premières secondes. Donc là, c'est 2 chercheurs, hein, Rothschild et Yoon. Puis de l'hémisphère droit quelques instants après. Et les bases du neuromarketing étant posées, c'était donc le socle de base du neuromarketing, les marques ont alors pu l'exploiter dans un but unique, rendre la marque plus attractive, la pub plus efficace et donc l'entreprise plus rentable. Donc depuis le début des années 2000, les grands groupes internationaux n'hésitent pas à utiliser cette nouvelle méthode marketing, parmi eux de nombreuses marques, évidemment Coca, Pepsi, Apple, McDo, Google, Facebook, SNCF aussi. Donc voilà. Donc on va faire une petite pause, parce que j'aimerais bien vous montrer autre chose. Alors, est-ce que juste là, peut-être vous avez des questions? J'essaye d'alterner le débat et la conférence pour que ce soit plus vivant. Alors, je vais vous montrer un exemple de l'AFP qui nous explique bien ce que ça signifie, le neuromarketing. Voilà. Alors, j'ai pas de son. La neuroéconomie étudie les processus mentaux et neurologiques qui président aux décisions microéconomiques telles que consommer, épargner ou investir. Branche récente de cette discipline, le neuromarketing mesure quant à lui l'impact inconscient d'un produit ou d'une publicité sur le consommateur, donc sur la consommation. De plus en plus de grandes marques, notamment dans le domaine du luxe, font appel à cette technique au croisement de l'économie et des neurosciences. Mais comment les mécanismes cérébraux qui induisent la décision d'achat s'analysent-ils concrètement? Prenons le cas de Georges. Allongé sur un lit, celui-ci est introduit dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique. Cette IRM permet de visualiser son cerveau avec une précision chirurgicale. Des photos, des vidéos, des odeurs, des objets ou même des aliments lui sont soumis. On s'adresse là directement à son cerveau dont l'activité va être enregistrée toutes les 500 millisecondes. Les différentes zones de ce dernier réagissent aux stimuli. Le lobe occipital, notre centre visuel, l'hippocampe, clé de la mémoire, le système limbique, gestionnaire de nos émotions, ou encore le cortex piriforme, constituant notre système olfactif. Ce sont les interactions entre ces différentes zones qui, en association avec l'inconscient et la prédétermination sociale, vont conditionner le comportement. Joie, empathie, dégoût, les éléments ayant exclusivement activé les zones du plaisir seront désormais privilégiés par l'entreprise pour orienter ses stratégies marketing et campagnes de publicité ainsi beaucoup plus ciblées et efficaces. Mais le neuromarketing pose de nombreuses questions d'ordre juridique et éthique. Certains évoquent une atteinte au libre arbitre, d'autres une manipulation des esprits et même parfois une violation du serment d'Hippocrate, d'autant que les industriels qui font appel à cette technique souhaitent tous rester anonymes. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec cette vidéo, c'est pour ça que je voulais passer. Voilà. C'est le problème de l'effet sur les cerveaux, qu'on va évoquer tout à l'heure à travers le trouble déficitaire de l'attention et l'hyperactivité. Comme vous l'avez vu sur la photo en dernier, est-ce que j'en ai pas d'autres ici? Non, j'ai pas de compulsion d'achat, bon c'est pas grave. Comme on l'a vu sur la vidéo, vous avez un effet extrêmement infantilisant sur les cerveaux.
Quand je vous parlais par exemple de l'identification primaire et secondaire, aujourd'hui on sait par des études appuyées que si vous faites regarder un enfant longtemps devant la télé très tôt, d'ailleurs je vous les montrerai ici parce que je crois que je les ai, vous conditionnez son cerveau à la pulsion scopique, c'est-à-dire la pulsion visuelle. Ça, c'est aussi Freud qui l'avait découvert. Et c'est un enfant qui, très tôt, va s'orienter beaucoup plus vers le numérique que les relations sociales. Donc c'est un enfant qui va avoir du mal à se concentrer, qui va avoir du mal à conserver sa mémoire, qui va être enclin à finalement être beaucoup plus impulsif, réactif aux stimuli extérieurs que son attention endogène, je cherche le nom, excusez-moi. Donc ça va vraiment créer en lui un retrait social profond, et on va voir que ce retrait social peut aboutir à des extrêmes. Par exemple cette photo, voilà, cette photo, ce que vous voyez là, est-ce que je ne peux pas le mettre en grand? Voilà. Ça c'est une chambre par exemple de hikikomori. Donc les hikikomori, c'est un nom étrange. C'est des personnes qui se sont retirées socialement dans leur chambre au Japon. C'est un phénomène qui est en train de se développer partout sur la planète, quelles que soient les cultures, les conditions sociales, etc. Donc c'est des personnes qui vraiment se replient. Est-ce que j'ai pas une autre photo à vous montrer? Donc là, en voilà une autre. Donc encore une chambre de hikikomori. Voilà. Bon, en général, c'est vraiment le bazar tel que vous le voyez là. C'est des personnes qui ne sortent plus, qui ne se lavent plus, qui n'ont plus d'interaction sociale ni avec les parents, ni avec les amis. C'est très grave. Et ça, c'est l'effet le plus délétère sur le cerveau. Alors, j'en avais une autre ici. Voilà. Là, par exemple, on voit un homme, comme ceci, qui rêve dans sa chambre. Voilà. Donc ça c'est extrait d'une revue technique, une revue psychologique, où on voit le hikikomori finalement, son univers se limite à sa chambre. Parce qu'on a tellement détruit ses capacités psychiques, surtout l'identification secondaire, que finalement il n'arrive plus à se relier aux autres et il vit dans un monde imaginaire, un monde intérieur. Donc là, comment dire, c'est des personnes il faut retravailler avec eux en fait, il faut les assister en permanence, ils sont drogués aux écrans. Donc c'est toute une rééducation. Je vous avais parlé de Victor de l'Aveyron, vous vous souvenez de Victor de l'Aveyron, dans les années 1800, l'enfant loup, qui a été recueilli par le docteur Itard, que le docteur Itard avait, on va dire, élevé pendant 5 ans pour essayer de le resocialiser, et finalement ça s'est soldé par un échec. Et bien, le hikikomori, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, à l'heure actuelle... Victor n'avait pas le langage, peut-être que le langage, donc il peut se recréer. Voilà, ils ont le langage, mais Victor de l'Aveyron n'avait pas forcément les handicaps que les hikikomori ont. Voilà. Ils ont un besoin d'impulsion continuelle. Donc c'est encore des handicaps différents, on va dire, on va examiner tout ça, mais le problème c'est que ça se développe de plus en plus, et dans tous les pays. Donc je vais vous donner encore un exemple, je l'avais ici, voilà. Je l'avais ici, on va faire une interlude sur les jeux vidéo très rapidement. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé, il était prêt. Voilà, ça c'est un petit fascicule que j'ai eu par les assistantes sociales de Vesoul avec qui je travaille à l'inspection académique sur les jeux vidéo. Et le neuromarketing joue sur plusieurs plans, on va le voir ici, pour essayer de les maintenir le plus possible devant les écrans. Donc c'est un marché en milliards, je veux dire sur toute la planète, vous prenez Ubisoft, c'est des entreprises qui sont extrêmement rentables, par exemple. Donc on revient à l'univers persistant, par exemple. Les notions d'univers persistant, on les a aussi à travers les marques. Quand vous achetez une marque, vous avez un rituel. C'est comme une religion, une marque. Vous avez une communauté, vous achetez des baskets, vous faites partie d'un groupe au collège ou au lycée, ils ont tous les mêmes baskets, et puis tu as acheté celle-là, puis moi j'ai acheté celle-là, etc. Donc on crée une culture, une identification autour de la marque. Le jeu vidéo, c'est exactement la même chose. Les univers persistants, donc ces jeux n'ont pas de but prédéfini et donc pas de fin. Donc c'est des jeux qui tournent dans les data centers, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces grandes salles avec des tours énormes, pleines d'unités centrales. Donc c'est sur des mètres carrés, c'est des salles absolument colossales, des usines entières remplies de serveurs. Et ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Un peu comme YouTube, par exemple, pour conserver vos vidéos sur YouTube, vous avez des data centers qui consomment une énergie, c'est énergivore au possible, et ça garde toutes les données en permanence dans des centres qui renvoient les informations vers les ordinateurs. Et les univers persistants sont enregistrés dans des data centers, et ils n'ont pas de fin. C'est-à-dire que ça fonctionne en permanence, comme n'importe quel site internet. Leur exploration est infinie, c'est des jeux qui sont soutenus par des ingénieurs qui remettent constamment en question l'univers du jeu, qui agrandissent en permanence l'univers du jeu. En général, des gens très très bien payés, hein, ça tourne entre, on va dire, minimum 4 000 et voire plus de 7 000 € par mois. C'est des gens qui sont très très bien payés, les ingénieurs informatiques, parfois même au-delà. Donc le jeu fonctionne de manière continue, même si le joueur n'est pas connecté. Donc je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Le jeune homme qui, par exemple, va jouer, je ne sais plus comment ça s'appelle, World of Warcraft, je ne suis pas très doué là-dedans, il va se connecter à ce jeu, et finalement, la nuit, pour se déconnecter, il va se dire, enfin, mais moi j'ai un Gugus à faire évoluer, j'ai un avatar, comme on appelle ça, à faire évoluer, donc si je me couche, ben, il peut se passer n'importe quoi pendant mon absence, je peux perdre mon personnage, ou j'ai passé des heures et des heures dessus à le faire évoluer, ben, je ne vais pas dormir, forcément. Je vais me lever et je vais jouer, sachant que le sommeil joue un rôle très important sur la mémoire et la concentration. Bon, vos enfants, ou mes enfants plus tard, ou ben, voilà, l'échec scolaire leur pend au bout du nez. D'ailleurs, on va analyser ça aussi. Donc c'est dangereux. Donc, le problème, c'est que toute technique est bonne ou mauvaise, mais il faut savoir la doser. Et c'est vrai que quand on est jeune, on ne sait pas forcément doser. C'est ça le problème. Donc, deuxième technique marketing, la certitude. Contrairement à la vie réelle pleine d'incertitude et d'instabilité, c'est très anxiogène la vie réelle. Ce que je fais en ce moment, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est anxiogène aussi, parce qu'il vous parle de plantes. Et je pense que ce soit n'importe quel médecin qui travaille avec moi ou n'importe quel intervenant pensera exactement la même chose. Donc la vie est anxiogène. Mais un jeu, ce n'est pas la même chose. Par l'intermédiaire de l'avatar, vous avez une coupure émotionnelle qui permet finalement de s'investir dans un monde sans en retirer d'éléments négatifs ou sans prendre trop de risques, on va dire. Donc l'instabilité est contrôlée, le jeu est rassurant, il n'y a pas d'injustice. Voilà. La réussite passe par le temps de jeu plutôt que par le talent. Cette caractéristique différencie le jeu du travail scolaire. Il est impossible de passer 3 heures sur un devoir et de malgré tout avoir une mauvaise note. Oui, c'est très relatif hein, quand même. La question du talent, c'est pareil. Hein. Vous avez des joueurs qui peuvent être talentueux, donc bon, c'est apprendre. Voilà. Mais c'est vrai que la prise de risque, en règle générale, à l'école, est plus importante, effectivement. Alors, l'immersion. Le joueur a un sentiment d'existence fort dans le monde virtuel. C'est ce que... Comment s'appelle-t-il? C'est pas Gaston Bachelard. C'est un autre... je ne sais plus, ça me reviendra. Donc le joueur a un sentiment d'existence fort dans le monde virtuel qu'il investit grâce au réalisme du jeu ou à l'anonymat qui facilite la désinhibition. Donc il n'a pas à affronter sa propre timidité. Donc finalement, la question de l'humiliation est plutôt absente dans un jeu vidéo. Et c'est pas Gaston Bachelard, c'est, je sais plus, Baudrillard, Jean Baudrillard, le sociologue, avait aussi théorisé l'hyper-réalité. La notion d'hyper-réalité, c'est qu'on essaye de plus en plus dans les jeux vidéo, je vais vous en montrer un par exemple, de donner une réalité encore plus intense que le réel lui-même, à travers les couleurs, le son, donc de donner une intensité. Et on a vu par exemple avec les jeux comme Candy Crush, ou des choses comme ça, que les couleurs génèrent de la dopamine, donc le circuit des récompenses. Quand vous jouez, de voir toutes ces couleurs qui éclatent, des choses comme ça vous met de bonne humeur, vous êtes bien après. Donc vous mettez en jeu le circuit dopaminergique des récompenses, et finalement vous êtes mieux sur le jeu que dans la vie réelle qui parfois vous paraît un peu insipide comparé justement à l'hyper-réel de ces jeux vidéo. Donc voilà, est-ce que peut-être vous voulez me poser des questions ou on continue? D'accord. Donc ça voilà, je vous le dis tout de suite parce que je risque d'oublier après. Comment savoir si mon enfant joue trop? Je crois que j'ai oublié la communauté. Ah oui. La notion de communauté, ça c'est très très important pour un jeune. Surtout aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu une très très belle conférence de Bernard Stiegler sur cette question-là. Avoir des amis aujourd'hui, c'est devenu très très difficile. Très difficile.
Parce que justement, toute cette industrie de captation de l'attention fait qu'on sort de moins en moins. Et aujourd'hui, tout passe par l'achat. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le jeu dernier cri, les baskets dernier cri, ou je ne sais pas quoi dernier cri, ben le club de copains va vous virer, en quelque sorte. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est ça. Donc la notion d'appartenance, pour un jeune, c'est très très important. Et aujourd'hui, ça va passer par les jeux en réseau. Donc les joueurs ont le sentiment d'appartenir à un groupe, les guildes, enfin, je pense qu'ils appellent ça comme ça. Il y a une offre, ils leur offrent, pardon, mais c'est aussi une offre commerciale, puisque ça se paye, une forme de reconnaissance intense qui va renforcer leur implication dans le jeu. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, c'est très important. Donc, dans la mesure du possible, c'est vrai que parler à ses enfants ou les mettre dans une association sportive ou l'intégrer dans un groupe réel me semble être très important aujourd'hui. Le problème, c'est qu'au XXIe siècle, si vous laissez votre enfant seul trop longtemps ou si vous loupez une petite étape de sa vie, même insignifiante, vous laissez glisser votre enfant dans un monde où vous risquez de ne plus pouvoir le récupérer. Donc c'est pas grave. C'est l'hiver. Donc il faut vraiment être vigilant. Alors que, je ne sais pas, moi, du temps de mes parents, ma mère me disait toujours, on était élevés dehors. Voilà. On était élevés dehors. Et je ne vous cache pas que moi aussi, j'étais élevé dehors. On construisait des cabanes dans la forêt, il y avait des bandes de copains. On tombait de là, on se cassait les jambes, on n'accusait pas qui que ce soit. Oui. C'est ça, non, mais c'est ça. Et bon, les relations n'étaient pas commerciales comme aujourd'hui. Et c'est vrai que le monde a changé et on est obligé aujourd'hui de surveiller ses enfants d'une façon très différente, sans les étouffer du moins. Et c'est une mission beaucoup plus difficile pour les parents aujourd'hui. Alors, comment savoir si mon enfant joue trop? Donc il commence à jouer toute la nuit et perd la notion du temps. La notion du temps est extrêmement importante. Le neuromarketing est très puissant, très très puissant, surtout sur la question du temps. Si vous laissez leurs techniques insidieuses prendre la possession du cerveau de votre gamin, il va jouer jour et nuit sans problème. Ce n'est pas un souci pour lui. Il se replie au domicile et abandonne ses autres loisirs. On en revient au hikikomori. Donc faire attention quand votre gamin vous dit « Oh maman, laisse-moi jouer, s'il te plaît », et puis il vous répète ça plusieurs fois dans la journée. Il faut faire attention. Donc si vous constatez que sa libido, c'est-à-dire l'énergie, l'ensemble de ses désirs est orienté vers les écrans, déjà là, il y a une alerte. Il faut vraiment faire attention. Ses résultats scolaires connaissent une forte baisse. Donc là, on voit que l'investissement passe ailleurs. L'investissement scolaire passe à la trappe. Il génère des frustrations, c'est difficile. Comment dire, il a vu une publicité à la télé, vous lui achetez le jeu pour Noël, et hop, c'est parti, le cycle se met en place très très rapidement. Donc d'où l'importance de beaucoup dialoguer avec lui sur ces techniques-là. Je vous conseillerais un livre à la fin, celui-ci, le neuromarketing en action, d'un neurochirurgien et d'un psy, je crois. Je vous donnerai le nom, l'adresse d'un marketeur et d'un neurochirurgien. Le neuromarketing en action. Quand vous le lirez, vous serez à la fois écœuré et à la fois vous serez très armé pour justement faire face à toutes ces techniques insidieuses. Mais je vous lirai quelques passages, c'est très intéressant. Et là, vous comprendrez ce que ça signifie que d'être pris pour de vulgaires cerveaux. C'est-à-dire que quelque part, on cesse d'être des êtres humains. On devient on devient computationnel. Nous sommes pour ces gens-là une somme de calculs prévisibles, et en calculant bien, eh ben, on peut aisément mettre la main, je veux dire, sur les comportements, les divers comportements, et les piloter à distance. Et ça, c'est ce qu'ils veulent. Alors, il y a des troubles de l'humeur, semble triste, voire parfois agressif quand il ne peut pas jouer. Donc ça, c'est indicatif justement d'une fatigue cérébrale. Donc je vais ressortir une autre petite image que j'avais utilisée la dernière fois, vous vous souvenez? Voilà. Voilà. Vous avez une surexcitation des zones émotionnelles. Voilà, ici, le système limbique. Je vous montrerai aussi notamment l'amygdale, mais on ne l'a pas ici, qui est la zone qui détecte justement les dangers. Donc quand vous jouez à un jeu, par exemple comme celui-ci, je vais vous le montrer, vous affaiblissez le néocortex et les émotions deviennent beaucoup plus vives. Quand un enfant commence à devenir agressif avec vous, c'est qu'il y a une alerte. Ah ben la voilà l'amygdale.
Je n'avais pas vu. Voilà, ici. Je vais vous montrer le type de jeu. On fait une petite pause, puis on revient après. Et ensuite, on en revient à la carte des jeux vidéo. Alors, regardez ça. Je pense que ça devrait vous plaire. Voilà, regardez. Donc là, on a des... c'est l'armée, hein. C'est des soldats, voilà. Prenez le temps de savourer les images, d'analyser, et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Quand je vous parlais d'hyper-réalité, c'est pas pour plaisanter. Mitchell, get your boots. We need to get over this wagon. 4235 inbound to assist. General 1, I keep a shipment. Admiral, we're engaged with a large Atlas force on the bridge. We Bon, need je to parle block any incoming ships. encore un petit peu, mais si vous voulez, c'est récurrent. Copy that. We're moving to Alors voilà. Voilà, il y en a assez. Mais votre gamin, lui, nous, on a vu quoi? On a vu 30 secondes. Votre gamin, lui, ça peut être des heures et des heures, tirer en permanence. C'est des heures et des heures. Donc nous, on est déjà gavé en 30 secondes, mais imaginez l'effet que ça peut avoir sur le cerveau quand vous jouez avec ça des heures durant. C'est extrêmement destructeur pour les fonctions supérieures, les fonctions cognitives supérieures. Vous exacerbez des pulsions très fortes. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas passer à l'acte, c'est évident. Je veux dire, certains vont s'abrutir sur les écrans, d'autres, au contraire, vont devenir très agressifs. Bon, il y a toute une variation de pathologies qui vont se mettre en place. Mais bon, le décrochage scolaire, ça me paraît évident. Mais de toute façon, il y a transformation du cerveau. Et je sais que certains psys qui sont d'une école différente de la mienne ne voient pas les choses aussi dramatiquement que moi. Mais Marianne Wolf, par exemple, qui est neuropsychologue, qui a fait des études sur ce sujet-là, a bien montré la différence entre ce que j'avais appelé la dernière fois le reading brain, c'est-à-dire le cerveau qui s'est formé sur la lecture, et le cerveau qui s'est formé sur le digital brain. C'est complètement différent. C'est des gamins qui, par exemple, ne peuvent pas se concentrer plus de 5 minutes sur quelque chose. Je ne sais pas, moi, il est assis juste là, derrière vous, parce qu'il y a un petit peu de place libre. À ce moment-là, il va bouger, il va se mettre à bouger, il va s'ennuyer, ou il va s'endormir, ou bailler, ou il ne va pas arriver à suivre. Et vous avez plein de comportements comme ça, le déficit attention disorder, qu'on va analyser ensemble, tout un tas de pathologies qu'on va essayer d'analyser. Donc je voulais avoir quand même votre point de vue sur ce genre de jeu vidéo, sachant que je ne vous ai pas montré le pire, parce que je crois qu'il y a Resident Evil qui est bien salé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des zombies, on a du sang partout, on a des choses... Donc en fait, aujourd'hui, tout ce qu'on voit, il n'y a pas que la religion, il y a également tout ce côté... tout ce côté, je dirais, on tire pour n'importe quoi, c'est ça, le plaisir de tirer, de tuer. Hein. On va former des gens pour ça. On va bien au-delà de tout le côté religieux. Hein. Oui, vous pensez par exemple aux djihadistes. Oui, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas musulmans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport entre... Enfin, il y a peut-être sur certains cas, mais très minime, peut-être un rapport entre les deux. Mais bon, l'apologie de la violence, c'est sûr. Mais le djihadisme, par exemple, c'est plus une question de prédicateur, Oui, mais bon, le terrain psychologique instable, dans tous les cas, est là. Ça, c'est oui, mais disons que si on y va comme ça va amplifier les phénomènes comme ça. On peut les amplifier. D'ailleurs, les passages à l'acte, on devrait essayer de corréler les études faites sur justement le digital brain et le passage à l'acte.
parce que c'est des personnes qui ont plus de facilité, justement, étant donné que le néocortex n'est pas suffisamment travaillé, ont plus de facilité à passer à l'acte, à ne pas faire la différence entre le réel et l'hyper-réel. Il n'y a pas de différence entre les deux. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote, mais c'est très vieux, où un gamin, je crois, de 13 ans avait tué sa sœur et avait répondu au juge, bah, c'est pas grave, on va revenir en arrière. C'est quelque chose comme ça. Donc certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, effectivement. Donc, dialoguer avec ces enfants aujourd'hui avec ce qu'on appelle les psychotechnologies, les psychotechniques, les psychotechnologies qui s'emparent des cerveaux modernes, il faut absolument le faire. Donc c'est vrai que pour les parents, c'est une mission plus difficile. Ce qui interpelle quand même, c'est comment on peut mettre des limites à ça, quoi. D'un point de vue, ça peut aller loin quand même. Ah ben ça peut aller très très loin, c'est ça qui... Mais c'est déjà le cas. Bon, on n'a peut-être pas vu grand-chose jusque maintenant, mais c'est quand même... Je voulais en télécharger d'autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les grandes entreprises sont devenues plus puissantes que les États. Vous prenez par exemple Apple, ils vont beaucoup plus vite. Donc l'État, le temps de légiférer sur tous ces problèmes-là, a un temps de retard énorme. Merci, terrible, et puis voilà. Donc on joue sur le juridique, on joue sur plein de choses. Et puis quand vous savez qu'Apple a généré 18 milliards de dollars en 2014, donc l'entreprise la plus rentable du monde, qui a des moyens absolument colossaux qui pourraient résorber à elle seule la dette de la France, que voulez-vous faire? Donc, l'école aussi est effective. L'école? Ah ouais, parce qu'on introduit beaucoup et tout ça dans l'image comme ça dans les écoles. Il n'y avait pas autrefois tout ça. C'est un problème, mais ce que je peux vous dire, c'est que les professeurs ne cautionnent pas toujours la politique actuelle qui est soutenue par des lobbies très puissants qui consistent à numériser l'école. Les professeurs ne sont pas toujours pour ça. Et moi, je trouve qu'ils en ont beaucoup. Ben, ils en ont plus qu'avant, oui, c'est vrai. Voilà. Donc l'école, le problème, c'est qu'elle est dans un espèce d'étau où d'un côté vous avez les décideurs, enfin je veux dire pas forcément les politiques locaux, c'est très différent, ça joue au niveau national, qui sont influencés par des lobbies très puissants qui vous font du chantage, hein, parce que quand même ils rapportent un peu de sous à l'État, donc il faut toutes sortes de chantage, toutes sortes de pressions pour pouvoir... par exemple Ubisoft en France, ça génère quand même beaucoup d'argent, hein, il faut le savoir. Donc l'État plie un petit peu devant ces gens-là, et puis de l'autre, vous avez, excusez-moi j'ai perdu le fil de mes idées, mais ça va revenir. Donc d'un côté, vous avez effectivement toutes ces grandes entreprises qui pèsent très lourd, et puis de l'autre, un manque de moyens, voilà c'est le mot que je cherchais, l'école manque terriblement de moyens. D'ailleurs, on commence à sérieusement réfléchir sur le sujet, parce que par contre, là où le djihad a fait beaucoup réfléchir, c'est le démantèlement de l'éducation nationale. Là, effectivement... Moi, je suis une ancienne enseignante. Et je ne me retrouve plus du tout dans l'école. J'ai des petits-enfants, quand je vois comment ça se passe, quand je vois comment c'est, on ne se retrouve plus absolument dans l'école. Oui, ça a beaucoup changé. Ah, mais c'est épouvantable. Les livres, par exemple, le livre, lecture, livre, ça n'existe plus. Maintenant, il n'existe plus. Il n'y a plus de... rien. Alors, ça dépend des écoles. Parce qu'elle a amené ses ordinateurs en fait. Je n'ai plus l'article, j'ai vu l'article. Et je me suis dit, de toute façon, là, on va à la catastrophe. Forcément, parce que ce que dit Marianne Wolf dans ses études sur le cerveau, c'est que dans les cas de dyslexie, par exemple, bon, il y a plusieurs facteurs, hein, mais là je reste dans le sujet. Dans les cas de dyslexie, par exemple, on voit qu'un cerveau qui a bien travaillé son écriture, il faut que ça passe par la technique, donc il faut que ça passe par la main. Comment dire, un élève qui a écrit, qui a, on va dire, technicisé son écriture, qui l'a imprimé via le script manuel, il fait bien la différence entre les lettres, il les a bien imprimées dans le cerveau, donc tout se passe bien. Donc le processus de développement se passe bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça va faire écho à ce que vous me dites, on apprend à écrire sur Twitter. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois avec Michel Desmurget, qu'il avait prouvé, c'est l'explosion de la dyslexie. Donc on fait n'importe quoi avec le langage, on ne reconnaît plus les lettres. On ne peut plus le rattraper. Alors non, je trouve que c'est quand même grave. Et si l'école ne se met pas à autre chose que tout ça, je ne sais pas s'il faut revenir en arrière, parce qu'il y a aussi des problèmes. Il faut quand même trouver une solution, parce que là, ils ont à l'école les ordinateurs, à la maison
tablette, machin, truc, autre chose, mais c'est que ça. C'est Vous que allez ça. dans un magasin, vous voulez une poupée, mais vous riolez, il n'y a que des jeux, il n'y a pas, il n'y a plus. On a tout perdu. Pour une majorité, mais il y a quand même des familles qui luttent quand même. Quelques familles, mais pas beaucoup. Mais c'est une minorité à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce qu'on fabrique à l'avenir fabrique dans le sens noble du mot, hein, on fabrique de l'assistanat. Mais pas de l'assistanat dans le sens pécunier, hein, dans le sens où c'est des jeunes qui perdent leur capacité dangereusement d'autonomie, ils la perdent dangereusement. Donc, par exemple, diriger une entreprise, je ne sais pas moi, c'est quand même, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Diriger une association, c'est pareil, ça demande beaucoup de travail. Mais leur capacité d'organisation est complètement anéantie. Donc, vous voyez, c'est comme la chambre que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, ils vont oublier de renvoyer, je ne sais pas moi, le papier au RSI, ils ne vont pas payer leurs impôts à temps, ils vont se prendre des rappels, ça va être infernal. Donc, oui. Donc, pour eux, vivre devient difficile. Donc, que font-ils quand c'est comme ça? Puisque la vie génère des frustrations, on en revient au numérique. Voilà, qui agit quelque part, de ce point de vue-là, comme une drogue, un soulagement à la frustration. Maintenant, c'est oui, parce que maintenant, dans une entreprise, c'est le comptable qui fait tout, qui fait tout, et puis... Oh, non, hein, oui et non, quand même. Tout le monde ne peut pas, tout le monde ne peut pas se payer. Alors, du coup, j'en étais où? Je vais essayer de retrouver mon fil conducteur parce que je me suis égaré légèrement. Alors... Donc ça, on l'avait vu ensemble. Ah oui, ça, je vais vous montrer après. Donc voilà les zones, par exemple, ça c'est intéressant. Une image. Je vais essayer de... Est-ce que... Voilà, je vais le lire avec vous. Donc maintenant, on sait, grâce à l'imagerie cérébrale, que certaines zones sont affiliées à certaines capacités. Donc ici, vous avez la curiosité, qui est relié au cortex frontal cette fois-ci. Je crois qu'à l'arrière c'est pariétal. Ici c'est le raisonnement complexe, donc préfrontal, l'évaluation de l'intérêt de la marque de l'individu, la perception du risque, la perception de l'intérêt pour le sujet, l'anticipation du plaisir, la reconnaissance des objets familiers, donc en relation avec le cortex visuel, et la reconnaissance visuelle et l'attention sélective. Donc j'ai un autre cerveau, on verra un peu mieux, c'est mieux expliqué que celui-là. Comment? Vous avez plusieurs cerveaux. Ça me rendrait service. Ça me rendrait service. C'est vous qui l'avez dit, hein. Oui, mais enfin c'est une image. Donc chaque zone du cerveau réagit à un stimulus différent. Les marques ajustent leur message en conséquence. Donc les neurosciences fournissent ainsi des informations complémentaires aux méthodes classiques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà l'IRM dont je vous avais parlé. Voilà. Donc très perfectionné, ils ont tout un système visuel olfactif à l'intérieur. Vous allez à l'intérieur, vous ne bougez pas, vous avez des images qui sont diffusées et tout est analysé à je crois 500 millisecondes, c'est très très rapide. Très très rapide. Donc voilà, ils le disent ici. IRM, image par rayonnement magnétique. Et la technique la plus précise, je vais essayer de mettre en... Pourquoi ça me fait ça? Et la technique la plus précise du neuromarketing, puisqu'elle permet de visionner la totalité du cerveau en temps réel. De plus, dans le cadre de l'analyse d'un spot TV, par exemple, la méthode permet d'avoir en parallèle un film du cerveau du témoin et de le mettre en parallèle afin de savoir quelle période du film rend le témoin le plus sensible et bien calibrer le pack shot. Alors, le pack shot, c'est un terme, c'est le package du... Voilà, l'ensemble du... bon, c'est leur terme... Mais je crois que ce qui est le plus difficile pour moi, c'est comment on appelle ça, les acronymes. Par exemple, le trouble déficitaire de l'attention, on va appeler ça le TDA. J'arrive jamais avec ça. Voilà. Je trouve que ces abréviations de langage, ça tue un petit peu le français. Oui. Mais c'est devenu assez généralisé partout. Partout. Alors là, c'est l'électroencéphalogramme.
donc qui capte les ondes du cerveau. Et là, on va vous diffuser des images. Voilà. Et tout est analysé, disséqué, décortiqué, etc. Nous ne sommes plus des sujets, nous sommes devenus des cobayes. Donc il mesure le champ électrique à la surface du cerveau chaque milliseconde grâce à un casque muni de plusieurs électrodes. Bon, ensuite, le eyes tracking. Donc ça s'appelle tout simplement en français des lunettes connectées. Comme vous voyez ici, vous avez des électrodes, comme on a vu dans l'électroencéphalogramme, qui sont reliées au cerveau et qui vont analyser l'image que vous regardez. Donc je vais vous montrer quelques images observées. Vous allez rire, mais j'aime bien faire de l'humour. Voilà ce que les hommes regardent, par exemple, avec ces lunettes connectées. Voilà ce que nous, j'ai oublié de dire nous les hommes, ce que nous regardons avec ces lunettes connectées. Tout le monde le sait depuis longtemps. Oui, on n'a pas besoin de ça. Vous avez éventuellement un peu de décor. Je suis étonné que la plus forte intensité soit se localiser au niveau du visage. Eh bien, curieusement, oui. Oui, parce que nous aimons observer les émotions, le faciès de l'individu qu'on observe. C'est un hauteur. Voilà. Et c'est beau. Donc le visage a pour l'être humain une grande importance, parce qu'on y dit beaucoup d'émotions. Ça a aussi un côté narcissique, savoir si on a un retour du regard qu'on émet sur la personne. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des marques ici. Vous voyez ici un étalage de chips. Et voilà, on peut analyser le type de couleur qui attire le consommateur. Ici le rouge. Le rouge, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Ici vous avez le vert. Mais en général, de toute façon, quand on veut vous faire acheter, on mettra toujours en milieu de rayon. Voilà. Mais jamais en bas. Tout ça, c'est minutieusement étudié. Vous avez un turnover de marchandises qui est régulier. Vous allez dans n'importe quel Auchan Casino, ça tourne en permanence. C'est les linéaires de magasins, donc vous avez dans la pression en Fouchon, on avait un grand souci des linéaires de magasins. Hein. Oui. Donc, la première présentation des étiquettes avec toutes ces couleurs. Et il y a des formations spécifiques. Oh là oui. Elles sont très pointues. Très très pointues. Ces formations, la formation des marketeurs, les marketeurs sont très intelligents. Et je ne vais pas leur jeter la pierre. Certains marketeurs, au contraire, ajoutent une dimension humaine. Surtout aujourd'hui, parce que aujourd'hui, il y a une plainte par rapport à nous tous, consommateurs. On se plaint justement que tout ça détruit le tissu social. Donc aujourd'hui, c'est de plus en plus pris en compte. Et c'est vrai que bon, il m'est déjà arrivé d'avoir des patrons, d'étudier ces questions avec eux sur des questions plus techniques que sur la psychologie classique. Et c'est vrai que je suis enclin à essayer de mettre de l'humanité dans toutes ces techniques-là. Il faut mettre de l'humanité dans ces techniques-là parce qu'on ne pourra pas faire contre. Effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'État n'a presque plus de pouvoir. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc il faut essayer, plutôt que de critiquer, d'essayer de pénétrer la discipline et l'humaniser un petit peu. Et c'est comme ça qu'est créé par exemple comment ça s'appelle excusez-moi, ça me reviendra. Ces jeunes qui travaillent, le community management. Ces jeunes qui travaillent justement sur ordinateur, qui créent des communautés autour des marques, autour des choses comme ça, qui fidélisent par le communautarisme, mais au moins, au minimum, on y met un peu d'humanité, ça sauve les meubles. Donc c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que j'en avais pas une autre? L'analyse des couleurs, tant qu'on y est, puisqu'on est dans le bleu et dans le rouge. Alors là, j'ai pas eu le temps de traduire, vous m'excuserez, je voulais le faire cet après-midi, mais j'ai absolument pas eu le temps. Mais j'ai un autre tableau de code couleur. Mais c'est juste pour vous montrer attendez voir, que les marques tablent beaucoup sur les couleurs. Par exemple, bon, j'arrive à traduire peaceful. Donc j'imagine un sentiment de paix, trust, c'est vérité. Confiance. Confiance. Et si vous avez, enfin s'il y a des anglophones, je veux bien. Clarity, warmth, je ne sais pas ce que ça veut dire. Clarté et chaleur. Clarté et chaleur. Je vous remercie d'être venu. Ensuite, friendly, cheerful, amitié, d'accord. Donc amitié, bah, vous avez Nickelodeon, tiens ça c'est intéressant. C'est une marque de dessin animé pour gamins, de très mauvaise qualité.
Je me permets de le dire. Sauf peut-être Dora. Peut-être. Oh non. Peut-être. Mais je suis pas trop pour... de toute façon, c'est pas ma tasse de thé. Firefox, je suis surpris. Fanta. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez Blogspot de chez Google et Amazon aussi. Donc vous m'avez dit clarté chaleur. Qu'est-ce qu'on a? On a les sandwichs Subway. Je crois qu'il y en a un qui a ouvert à Vesoul, je crois. Nikon, UPS. Hertz, c'est de la location de véhicules, il me semble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? McDo, oui, en bas. Oui. Je l'avais presque pas vu. Shell aussi, je vois tout ça. Alors le rouge. Le rouge, c'est... Vous pouvez traduire? Excitation, bon, témérité. Témérité. Audace. Alors Kellogg, je comprends pas où est l'audace. Allez savoir. Coca-Cola, je peux comprendre. Lego, ben oui, Lego aussi, parce qu'il faut créer des choses. Avis, les véhicules. Canon. La créativité, c'est ce que je lis, hein, je crois. Créativité, imagination et wise. Sagesse. Sagesse. D'accord. Alors, science-fiction, une télé sci-fi, là, je ne comprends pas ce que la sagesse vient faire là-dedans. Mais enfin bon, c'est leur code couleur. Yahoo, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, je ne connais pas les autres marques. Bon, grosso modo, vous voyez à peu près un Dell. Alors, je ne sais pas pourquoi Dell, le bleu. Le bleu, normalement, c'est le sentiment de sécurité. Confiance, tu restes. Oui. Des peines de brouille. Vous allez me dire pourquoi j'ai pris Dell, parce que je sais que c'est solide. Donc, c'est de la sécurité. Ouais. Force. Voilà, donc, et puis le Apple le blanc, peut-être que vous pouvez traduire. Calme. Neutre. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Mais vous avez, voilà, vous avez un panel des codes couleurs utilisés par les marques, justement. Google a basé sa marque sur les 4 couleurs principales qui nous attirent, donc le bleu, le jaune, le rouge, le vert. C'est les 4 couleurs qui nous attirent le plus. eBay, pareil. Bon, ce sont des techniques qui ne datent pas d'hier. Un bon commerçant avisé les connaissait il y a 30 ou 40 ans. Mais c'est, si vous voulez, comme les recherches sont beaucoup plus fines, ça permet de toucher de plus en plus d'individus. Alors, je les ai aussi de ce type-là. Je pense que c'est presque mieux. Voilà, donc là je vous laisse le découvrir parce que je n'ai pas besoin de traduire. Donc le jaune, l'optimiste et jeune, utilisé pour attirer l'attention des lèche-vitrines. Le rouge énergique crée de l'urgence, souvent utilisé pour les ventes flash, des choses comme ça. Les ventes flash sont extrêmement régressives. Extrêmement régressives. Pendant les ventes flash, on peut estimer que vous avez un degré zéro de la pensée au niveau du cortex. C'est-à-dire que vous réagissez dans l'instant. Degré zéro de la pensée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais comment dire... Enfin, je ne cite pas de nom, mais je connais un jeune apprenti qui travaille dans un grand magasin qui voit un petit peu comment ça se passe le matin au rayon discount. Et il me dit, je suis sidéré par ce qui se passe, absolument sidéré. C'est l'attroupement généralisé. Voilà, ça c'est du rouge. Donc les ventes flash sont basées sur ce type de couleur, par exemple. Donc le bleu, ben, la sensation de confiance et de sécurité, souvent utilisée par les banques et les entreprises. Banque populaire peut-être? Je crois. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Ils sont verts. Ils sont verts. Crédit mutuel. Crédit mutuel, effectivement. Crédit agricole, non? C'est vert. Oui, c'est vrai. Après, je ne vois pas tellement de banques différentes. Oui. Je sais que les banques qui misent sur le luxe, certaines banques suisses mettent du noir, donc puissant et pur, utilisé pour les éléments de luxe. Vous avez par exemple dans les publicités de luxe beaucoup de contrastes, beaucoup de noir. Vous avez les pubs Hermès, elles sont très contrastées. Les pubs de Vuitton ou ce que vous voulez sont très très contrastées. Aussi, oui. On fait ressortir l'intensité du contraste, c'est très important pour le regard. Le orange, agressif, appel à l'action. Donc c'est plutôt pour, on peut dire les syndicats ou quelque chose comme ça. Le rose, romantique, féminin. Bon, ça, tout le monde le sait.
Par exemple, la pharmacie, oui, associée à la santé, c'est une couleur de canne. Et je pense qu'après ça, je vais vous montrer aussi la couleur sur les médicaments. Ça, c'est important aussi, tant qu'on est dans les couleurs. Et vous verrez que la couleur sur les médicaments, ça joue un rôle extrêmement important. Donc le violet, c'est vrai. Vous allez chez Sephora, vous allez partout. Les produits de beauté, c'est quasiment toujours violet. Il y a toujours du violet dedans. Est-ce que vous avez eu le temps de noter? Je peux passer au suivant, peut-être? Alors, donc je vous avais dit les médicaments, la couleur des médicaments. Voilà. On peut avoir des PDF de ces couleurs? Oui, je peux vous les mettre. Si vous voulez, à la fin de la séance, quand on va débattre un peu plus, vous me dites, je prendrai des notes, et puis je vais vous les mettre. Par exemple, quelle boîte vous attire le plus? La rouge. Donc le dextropropoxyphène, ça a été retiré du marché, c'était un antidouleur puissant ou quelque chose comme ça. Le rouge, vous voyez, là on va insister beaucoup sur le fait que si vous avez très mal, vous prenez du rouge, ça veut dire que c'est bien costaud, voilà, et ça va vous soulager. Alors qu'ici, vous avez des couleurs plus modérées. Donc si vous avez mal modérément, par exemple, donc on peut estimer que c'est une posologie différente ou un dosage différent. Donc la douleur modérée, la douleur intense. Voilà. Ici, par exemple, vous avez des écritures qui sont moins prises au sérieux. Les deux du bas sont les plus efficaces en termes de placebo. C'est-à-dire que ça a été testé, mesuré, etc. Je crois que c'est en dessous. Vous avez plus d'efficacité, par exemple, sur le rouge que sur le bleu. Voilà. Alors que la molécule est exactement la même. Ça ne change rien du tout. À l'échelle de tous les types de médicaments, qu'il s'agisse d'exciter ou d'apaiser? Parce que normalement les couleurs jouent aussi à cet égard. Si vous cherchez à apaiser, vous éviterez de prendre une teinte trop agressive, par exemple. Tout à fait. Oui, on va s'adapter bien sûr à la molécule du médicament. Donc vous voyez toujours, maintenant les génériques s'y mettent aussi. Biogarant fait des beaux emballages, et puis il y a d'autres génériques qui font un petit peu la même chose. Vous regardez les publicités de chez Biogarant, elles sont très enveloppantes, très sécurisantes, tout ça c'est voulu tout ça. Alors, je crois que c'est douleur, c'est la douleur. Apaisement de la douleur. Apaisement de la douleur, voilà, c'est ça. Le score, donc maximum minimal. Le rouge arrive à modérer la douleur de façon plus intense que le bleu, qui arrive à peu près au même niveau que le vert, et le jaune n'a quasiment pas d'incidence. Surprenant, hein? Donc vous mettez ça sur vos boîtes de médicaments, ça va changer les choses. Comment? Un bon traitement placebo, c'est bon, s'ils mettaient du rouge. Oh, je peux mettre quand même la molécule dedans. Hein. Ah, c'est pas moi qui répondrai à cette question. Hein. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, donc là, voilà. Là, inévitablement, celui-ci est pris plus au sérieux. Même moi, hein, je regarde ça, je me dis, ah tiens, ça a l'air sérieux. En même temps, c'est beaucoup plus clair et plus grand public en termes de mise en page, tout à fait. De présentation. Donc ça a été retravaillé. Là, vous voyez ça plus dans les hôpitaux. Oui, dans un laboratoire. Et bon, là c'est la taille du médicament. Donc là, c'est un anti-infectieux, le Zitromax. Anti-infectieux. Après, la taille, je ne vois pas très bien ce que ça peut changer. Là, c'est gros, c'est efficace. Oui, on peut le voir comme ça. Non, j'ai ça quand même. Est-ce que vous vous attendiez un petit peu à avoir toutes ces données ce soir, malgré qu'on n'a pas tout exploré, hein, ça c'est que le tiers, on va dire. Mais est-ce que vous, déjà dans la vie quotidienne, vous vous attendiez à, comment dire, on peut parler de manipulation quelque part. Voilà. Oui. Oui, donc. J'y viens. J'y viens. Non, c'est pas celui-là. Cours de marketing. Image subliminale. Bon, ça c'est
Alors, ça a été démenti, on nous a fait tout un foin là-dessus. Pour finir, c'était vrai. Donc, je vous passe quand même les stimuli subliminaux, puisque vous avez proposé de les voir. Donc, le spot publicitaire de la campagne électorale de Bush en 2000. L'image de son adversaire, donc Al Gore, qui a écrit d'ailleurs un magnifique livre sur le climat, était suivie de l'image subliminale rats égale ordure, en subliminal. Mais il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, on le sait. À l'époque, c'était très contesté, mais aujourd'hui, on le sait. Ça a des effets sur le cerveau. Voilà. Donc, même chose. Alors, parlez-moi du libre arbitre. Parlez-moi du libre arbitre. Durant la campagne électorale de Mitterrand en 1988, son visage apparaît durant le générique du journal télévisé de 20 h. Plusieurs soirs, évidemment. Voilà. Donc tout ça, évidemment, on nous a dit pendant longtemps les images subliminales, c'est la théorie du complot, vous comprenez, etc. etc. Eh ben non. Durant l'émission Popstar en 2003, 33 images de quelques millisecondes représentant un appareil photo jetable Kodak Fun ont été intercalées. Il n'y en a plus aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. En théorie. Peut-être en numérique, non. Alors, les stimuli subliminaux, définition. Stimuli dont la durée de présentation est suffisamment longue pour qu'ils soient perçus par les organes sensoriels et traités par le cerveau, mais pas trop courte, 3 millisecondes, pour qu'ils franchissent le seuil de la conscience. Donc, sub en dessous, limen, voilà, ça c'est les origines latines, limite, sous les limites de la conscience. Mais suffisamment long pour que vous puissiez quand même l'imprimer. Donc, pas que des images, mais aussi des messages. Vous avez aussi des messages, mais il faut que ce soit court et concis de manière à ce que l'inconscient puisse le capter. Si c'est des phrases, ça ne marchera pas. Alors. Donc pourquoi le neuromarketing? Pourquoi? Oui, bonne question. Quand je vous avais parlé, mais je n'avais pas été assez clair, on m'a fait quelques reproches là-dessus, sur le début du XXe siècle et le machinisme. Je n'avais peut-être pas suffisamment expliqué. Donc, pourquoi est-ce qu'on est passé d'une société de production à une société de vente, de consommation? Donc, comme je vous l'avais expliqué, en 1920, on reviendra à ça après, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, voilà. L'intrigant monsieur Édouard Bernays. Donc ça, c'est le neveu de Sigmund Freud. Donc c'est comment dire, le père du marketing. Hein. C'est vraiment lui qui l'a inventé en 1920. En important en Amérique la deuxième topique de Freud, c'est-à-dire la topique de la pulsion. Parce que celle qu'on critique beaucoup, c'est la première, mais c'est un essai, la première. C'est la deuxième qui compte, c'est la pulsion. Donc il est parti là-bas, il est parti voir Lucky Strike, certains hommes politiques, etc. Et il a dit à Lucky Strike, vous inquiétez pas pour la vente de cigarettes, on va arranger ce problème, ça va repartir, j'ai tout ce qu'il faut pour faire. Donc ils ont associé ça aux torches de la liberté, donc c'est-à-dire féminisme, liberté, j'ai rien contre le féminisme, mais je vous explique le déroulement. Donc pour faire fumer les femmes, il faut leur donner un désir de liberté, il faut leur donner un élan de liberté. La cigarette, ce sera le symbole de la liberté. Donc ils ont sorti tout un tas d'affiches avec des femmes libres qui fument, etc., qui peuvent consommer librement, qui sont émancipées du patriarcat de l'époque, etc. Et ça a explosé complètement. Les ventes de Lucky Strike sont reparties à la hausse et c'est comme ça qu'il a réussi à investir le marché américain et toutes les publicités qu'on connaît aujourd'hui, c'est lui qui en est à l'origine. Donc ensuite est arrivé Schumpeter, je vous en avais parlé la dernière fois, qui est un économiste, Joseph Schumpeter, qui lui avait parlé de la destruction créatrice. C'est-à-dire, voilà, on a un surplus de production. C'est Ford qui avait à l'époque initié la production des automobiles. Il fallait les vendre, forcément, parce que faire des économies d'échelle, il faut que ce soit produit en masse. Donc il faut vendre les automobiles au maximum. Schumpeter a dit, il faut quand même que le système puisse se maintenir en place. Donc ce qu'on va faire, on va rendre obsolète l'ancien modèle, comme l'obsolescence programmée de vos lave-vaisselle aujourd'hui, et puis on va le remplacer par un nouveau modèle, comme, je sais pas, Apple 5, 5 Plus, 6, 6 Plus, etc. Et puis il y en aura peut-être 25 après moi, je sais pas. Mais de toute façon, il faut que la consommation se fasse pour que le système soit maintenu. Et donc pour ça,
deux personnages, donc c'est, comment dire, c'est là qu'on est passé de la société de production, finalement, à la société de consommation, parce qu'on avait des excédents de production, donc il fallait les liquider. Et c'est là que Marx avait justement parlé je sais plus, Marx avait prédit, dans tous les cas, je ne me souviens plus de la phrase exacte, que le processus du système consumériste avait une limite, la baisse tendancielle du taux de profit, ça y est, ça me revient. Et c'est finalement Schumpeter qui a dit non, on va la surmonter. Mais le problème, c'est que Marx, quand même, il a raison dans le sens où on ne va pas consommer aujourd'hui de l'énergie productive, mais on consomme la libido, on consomme les désirs aujourd'hui. Mais si vous consommez l'énergie des désirs, si vous faites acheter en permanence, qu'est-ce qui va se passer? Vous perdez le sentiment d'exister. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le cas du couple Cartier. C'était 2002 ou 2003. Donc il y avait des enfants et qui passaient quasiment tous leurs samedis dans les centres commerciaux. Et un jour, ils ont décidé de tuer leurs enfants et de se tuer eux-mêmes en expliquant que leur vie était devenue tellement insipide qu'ils ne se sentaient plus vivre qu'ils partaient pour rejoindre un monde meilleur. Ça avait défrayé la chronique à l'époque. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, un consommateur, qu'est-ce que c'est? Si je vous pose la question, est-ce que vous voyez, vous, en tant que consommateur, ad vitam aeternam, finalement, juste né pour produire, travailler, consommer en permanence? Finalement, c'est insipide, on perd le sentiment d'exister. Donc le couple Cartier, c'est ce qui s'est produit. Ça dépend des seuils, des proportions en fait. Ça dépend des proportions. Mais c'est vrai que bon, nous, en campagne, on le ressent peut-être moins. Mais voilà, il y a moins d'offres aussi. Mais quand vous êtes inondé d'informations, et c'est vrai que je n'ai pas pris de photos avec des panneaux publicitaires, je crois que je l'ai oublié, il y en avait partout, comme à Grenoble, ils ont décidé de les enlever, c'est quand même un plus. Quelque part, que vous le vouliez ou non, votre inconscient, lui, il va quand même être attiré par toutes ces couleurs. Et quand vous rentrez le soir, vous êtes totalement épuisé. Vous voulez une chiffre? Tout va bien? Donc c'est important. Alors, du coup, je vais vous repasser peut-être une petite vidéo. Donc oui, Ernst Dichter, voilà, les pères du... Donc ça, c'est vraiment le marketing moderne. Donc Louis Cheskin, voilà, et Ernst Dichter. Voilà. Donc les marketeurs, les tout premiers marketeurs de l'après-guerre. Et c'est eux qui ont vraiment consolidé le système tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, voyons. Je vais vous montrer par exemple plusieurs publicités. Et j'aimerais aussi avoir votre avis sur la question. La toute première en 1978. Ça va vous rappeler des souvenirs, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va voir l'évolution au fur et à mesure. Donc là, on a une présentation de modèles de véhicules. Pas trop d'effets, on va dire, sur les sensations. Enfin, ça reste très sobre, hein, quelque part. Il y a juste les avions à la fin. Il faut prouver quelque part tenue de route, fiabilité. L'aspect communautaire revient parce qu'ils sont par 4. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Et puis on va voir l'évolution, 1985 ou quelque chose comme ça, je crois. Et là, ça commence à s'américaniser. La Renault 9 et la Renault 11.
conférence, roulez à l'extraordinaire. Alors, c'est déjà plus dynamique. C'est déjà plus dynamique, hein. On sent la différence. Hein. Donc, qu'est-ce que le marketing, parce que là, il n'y avait pas encore de neuromarketing, essaye de vous faire comprendre. Je vous laisse un petit peu travailler, pas toujours moi. Qu'est-ce que le neuromarketing essaye de vous faire comprendre sur ce genre de publicité? C'est pas grave, ça va aller, je pense que... On voit que nos canaux sont très efficaces. La fiabilité, oui. Sécurité, fiabilité. Et aussi la sensation. Oui, là ça commence à venir. Oui. Et puis bon, comment dire, la solidité du véhicule, mais là je mets sérieusement en doute la question quand le camion touche les véhicules. L'utilité du cowboy qui passe d'un camion à l'autre. Oui. Là on a déjà l'ego qui apparaît, effectivement. La voiture, l'ego, voilà, on est dans le vent, en quelque sorte. Là, ce qu'on appelle le mainstream, c'est quand on est dans le vent. La pensée unique. Alors, et puis, aujourd'hui, en moderne, c'est maintenant. Oui. Et là, on ne s'adresse plus du tout aux mêmes parties du cerveau. Hein. Vous l'avez vu. Hein. Image rapide, couleur noire, rouge, blanc. Donc, c'est les trois couleurs les plus vues par le cerveau dans une situation très rapide. D'ailleurs, je vais vous le lire un petit peu. Et puis, comment dire, très subliminal, hein, très très rapide. Là, on s'adresse vraiment aux parties animales du cerveau. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, le risque d'aujourd'hui, quand on voit ce genre de publicité, c'est que l'animalité en nous ressort. Ça, on le sent. D'ailleurs, c'est le but, il faut ressentir. Il faut que ce soit animal. Voilà. Ce que veut le marketing, c'est ça. Voire même quasiment sexuel. Quasiment. Les couleurs. Je parle d'animalité, mais oui, on est proche du sexuel. Alors, voyons. Où sont les couleurs? Permettez, hein, je prends 2 petites minutes sur le livre que dont je vous donnerai les indications à la fin. Voilà. Alors, le code couleur, où est-ce que je l'ai mis? Non, c'est pas ici non plus. C'est pas ici non plus. Décidément, le stress ne m'aide pas non plus, j'ai l'impression. Alors, pas. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Je vais trouver un autre moyen. Alors, je vais trouver un autre moyen. En vous montrant cette palette, je vous l'avais peut-être déjà même montré. Oui, le rouge, on en revient toujours au même. Voilà, la force par exemple, le rouge c'est la force pour Audi, donc ça va bien. La sagesse, le violet, je l'ai revu dans une campagne pour une mairie, je ne peux pas citer le nom, qui a fait du neuromarketing. Et ça a très très bien fonctionné. Voilà, ça a très très bien fonctionné parce que bon, je pense que ça a compensé peut-être les faiblesses de l'individu, je ne cite pas de nom, mais je suis assez critique, je suis désolé. Il faut l'être. Mais bon, moi je ne regarde pas gauche, droite, à l'ellipse, il ne faut pas comme ça, je regarde l'individu, on regarde le faciès, le comportement, le savoir-vivre, très très important. On ne regarde pas du tout le parti, on regarde plutôt l'individu en lui-même, comment il se tient. Voilà. Et puis s'il a un esprit sacrificiel, de la dévotion, des choses comme ça. Après, le politique n'entre quasiment pas en ligne de compte. Mais j'ai déjà vu des techniques de neuromarketing ici sur le secteur, oui, pendant les dernières municipales. Alors, on va continuer notre petite... C'est étonnant, des politiques non correctes, c'est étonnant.
Alors, si je vous passe d'autres vidéos, est-ce que comment dire, est-ce que ça va vous endormir ou pas? Ou je peux continuer? Voilà une publicité très régressive. Quand je vous parle justement du marketing régressif, ça c'est important de le voir. Très régressif. Et les blockbusters américains jouent beaucoup sur le régressif. Sauf que là, c'est les miens. Donc, narcissisme, toujours le rouge qui revient. Les musiques tribales, la danse tribale. Voilà, bon, ça me saoule déjà. Je vais arrêter. Ça me saoule déjà. Qu'est-ce que vous pensez de cette publicité-là? Comme je l'entends derrière, les personnes se demandent surtout pub pour quel article. Ah, excusez-moi, le rapport n'est pas très clair. Le bébé, c'est la jeunesse, c'est Evian. Je suis désolé, j'aurais dû vous montrer la fin, mais ça peut arriver. Donc, on l'aurait pas vu. Donc vous jouez sur ce qu'on appelle voilà, toujours le système limbique qui correspond aux émotions que vous éprouvez durant l'enfance. C'est les émotions qu'on éprouve tous quand on est gamin, le groupe d'appartenance, la puissance, le rouge, la jeunesse, la question du pouvoir avec Spider-Man, etc. Tous les gamins le ressentent à un moment donné, mais étant adulte, on compose avec, et puis surtout, on devient plus social, on passe à autre chose. Donc ce qu'on appelle l'identification secondaire, hein, vous identifiez à Zorro, puis après vous identifiez plus à un adulte, à un professeur ou à un savoir, par exemple. Donc c'est ça l'identification primaire et secondaire. L'identification primaire, c'est l'identification à l'idéal du moi des parents, donc c'est-à-dire, je sais pas moi, si votre papa est très social, vous allez vous identifier à votre papa, ou alors un bon papa, une bonne maman, vous allez acquérir les valeurs des parents. L'identification secondaire, c'est plus les héros, les choses comme ça, les groupes de copains. Et ensuite, vous passez à l'identification au savoir, donc le prof de maths qui vous montre, je sais pas moi, vous tombez amoureux de la géométrie ou de la philosophie, et puis vous évoluez au fur et à mesure. Vous riez parce que on voit plus ça aujourd'hui. Si, ça arrive. Ça arrivait. Donc il faut respecter ces processus. Il faut absolument les respecter. Ces processus aujourd'hui, tels que vous venez de le voir, sont massacrés. Donc vous avez une exacerbation des émotions et des pulsions, donc surtout au niveau du mésencéphale qui se trouve là, et le cortex est abandonné à lui-même. C'est-à-dire l'esprit critique de Kant, Emmanuel Kant, vous le mettez à la poubelle. Donc c'est Emmanuel Kant d'ailleurs qui disait « Si vous prenez mes livres pour vous tenir lieu de pensée, alors vous devenez bête ». Parce qu'il faut développer sa propre critique, quitte à critiquer aussi les écrits d'Emmanuel Kant. Mais et il le disait lui-même à travers le support de l'image ou le support de lecture qu'était le livre à l'époque, il faut penser par soi-même. Seulement voilà, la pensée par soi-même aujourd'hui, quand on voit des chaires de philosophie fermées à tour de bras, et puis ce genre de publicité régressive arriver, c'est anéanti la pensée critique. Mais penser par soi-même. Donc c'est devenu difficile aujourd'hui. Alors, je m'en remets à jour. Des troubles de l'attention. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Oui, on a encore un peu de temps, tout va bien. Alors, on va passer aux troubles de l'attention et du développement, parce que ça c'est important. Hop. Donc, voilà. Hop. Donc le TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Donc quand ils disent est-ce une maladie, parfois oui, parfois non, ça dépend. Il y a des processus régressifs tels qu'on l'a vu qui détruisent les facultés attentionnelles. Et puis effectivement, vous avez des facteurs génétiques ou voilà, vous avez plusieurs types de facteurs qui entrent en ligne de compte. Alors, les difficultés d'apprentissage, puisqu'on est justement dans la scolarité, ça tombe bien.
Elles peuvent être passagères, la fatigue par exemple, ralentissent les apprentissages, ne sont pas généralisées, donc ça dépend. Voilà. Évolution lente mais positive lorsqu'elles sont prises en charge. Donc c'est vrai que la prise en charge aujourd'hui, il faut le plus tôt c'est mieux. Voilà. Je dirais que si on peut le faire même avant l'âge de 5 ans, il faut absolument le faire avant l'âge de 5 ans. Parce qu'une fois que les structures primaires du cerveau sont solidifiées, elles ne bougent plus. On parle de plasticité du cerveau, mais il faut savoir que dans le cerveau, la plasticité, elle ne se fait que dans les couches supérieures du néocortex, c'est-à-dire l'identification secondaire après l'âge de 5 ou 6 ans. Les couches profondes restent fixes. Voilà, même si, je veux dire, ça ne change pas. Si par exemple vous avez souffert d'abandon jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, vous aurez ce sentiment avec vous tout au long de votre vie durant, et vous devrez en prendre soin toute votre vie durant. Donc ça, c'est vraiment important. Donc avant l'âge de 5 ans, c'est très important, il faut être très prudent. Alors, peuvent mener à des modifications de comportement. On l'a vu, agressivité, passivité, démotivation. Donc les troubles de l'apprentissage sont persistants et permanents dans le temps, c'est-à-dire le TDA, hein, le trouble déficitaire de l'attention. De toute façon, si on s'est développé avec un déficit de l'attention, ça peut vous poursuivre toute votre vie durant. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aujourd'hui, quand je prends un livre, j'ai du mal de me concentrer. Parce que justement, la sollicitation permanente du cerveau fait que l'attention lettrée, celle qui est très très importante, ou l'attention endogène, passe à la trappe au profit de l'attention exogène, c'est-à-dire qui répond aux stimuli extérieurs. Alors est-ce que parmi vous, il y a certaines personnes qui sont d'accord avec moi sur le fait que c'est de plus en plus dur? C'est de plus en plus difficile. Oui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on ne lutte pas pour s'asseoir sur son divan, c'est vraiment difficile. Il faut prendre un bouquin à la main. Donc elles ne sont pas liées à l'intelligence, parce qu'il y a des personnes qui sont très intelligentes qui souffrent de troubles d'apprentissage ou de troubles de l'attention. Donc origine neurologique ou innée, ça dépend, c'est très variable. Elles peuvent se manifester au niveau de l'attention, du raisonnement, de la communication, parce que ça joue aussi sur la mémoire. Donc quand vous communiquez, vous faites appel à vos rétentions primaires, c'est-à-dire les éléments de mémoire primaires imprimés en vous. Et ça fait comme moi sur France Bleu, vous ne retrouvez plus le nom du psy, parce que vous êtes crevé. La sociabilité aussi. La mémoire, la coordination, la lecture et l'écriture et la maturité affective. Le déficit attentionnel joue énormément sur la maturité affective. Parce qu'un couple, par exemple, pour être heureux en couple, il faut être très calme, il faut pouvoir s'investir dans la durée, il faut pouvoir se remettre en question. Ça implique des éléments de cognition supérieurs, finalement, à retravailler toute sa vie durant. Alors que si on est pulsionnel, on engueule sa femme, on engueule ses gosses, et puis on claque la porte, et puis on finit par se séparer. Voilà. Donc ça joue énormément sur la maturité affective. Alors, puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. James Dean a raison. Lui n'a pas vraiment réussi à orienter ses livres, mais... Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Alors, le trouble déficitaire de l'attention se définit comme une difficulté ou une incapacité à être attentif. Donc vous voyez, je vous parlais du couple, mais c'est quand même important d'être attentif à sa femme, à son mari ou à ses enfants, à gérer ses émotions, à organiser ses idées, à planifier ou à rester immobile. Donc 3 types de troubles du déficitaire de l'attention, je vais y arriver. La prédominance de l'inattention. En classe, l'élève n'arrive pas à se concentrer sur le cours, impossible. La prédominance de l'hyperactivité, là c'est plus dur parce que c'est remplacé par l'activité kinesthésique, c'est-à-dire par le corps, et l'élève va bouger dans tous les sens. Et la prédominance de l'impulsivité, une bagarre va éclater au lycée ou au collège très très rapidement. Voilà, ou alors quand on est au volant, par exemple, si on est déficitaire de l'attention, je monte dans mon véhicule, ce qui est aussi mon cas, on devient très agressif. Donc il faut faire attention à soi-même pour ne pas céder à l'animal qui est en nous. Donc chez l'adulte, c'est l'inattention qui prédomine. Alors, qu'est-ce que le trouble de l'attention? Oui, peut-être que vous voulez participer ou dire quelque chose, je ne sais pas. Non. Alors, trouble neurologique héréditaire, c'est dans 50% des cas. 4 à 6 fois plus de garçons que de filles. Pourquoi?
Bonne question. Pourquoi plus de garçons que de filles? Parce que les garçons sont plus égoïstes que les femmes. Ça, c'est écrit par les femmes. Oui. Mais bon, c'est des statistiques à prendre. Non, c'est tout simplement parce que les garçons ont déjà une prédominance naturelle à apprendre par l'expérience et par le mouvement du corps. Voilà, ça c'est prouvé, c'est des études de Philippe Mérieux. Les gamins apprennent par le kinesthésique, c'est-à-dire le toucher, comment dire, les activités sensorimotrices, les Lego, les choses comme ça. Il faut que ça bouge, un garçon. Et c'est vrai que les filles sont plus studieuses parce que justement, c'est différent. Oui, vous vouliez peut-être? D'accord. Alors, début des symptômes avant l'âge de 7 ans. Donc vous voyez, je vous parlais de l'identification primaire, c'est très sérieux. Il faut absolument identifier les symptômes avant l'âge de 7 ans. Voilà, voilà. Mais je ne veux pas faire comme cette politique d'identification des gamins, là, où on voulait les identifier comme d'éventuels voyous à la maternelle dans les années 2000. Non, là on est vraiment dans un but thérapeutique. Hein. Donc, comment le but c'est surtout de les aider, mais plus tôt on le fait, plus tôt le cerveau peut être modifié. Après, ça devient très 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 difficile. Donc persistance malgré l'âge dans 50% des cas. Origine neurodéveloppementale, il peut arriver que dans la maturation du cerveau, il y ait des fluctuations dopaminergiques et de noradrénaline. Donc la dopamine, le circuit des récompenses, la noradrénaline qui est une neurohormone qui facilite l'échange des informations dans le corps, du système nerveux. Voilà, donc responsable du plaisir, la dopamine, on la voit ici, et de la noradrénaline, responsable de la détente notamment. Alors, comprendre l'attention, ça c'est important, il y a plusieurs types d'attention. Bon, moi je les connais sous un autre nom, mais on peut utiliser celle-là. L'attention soutenue permet de rester concentré sur une même démarche longtemps. Moi je l'appelle l'attention lettrée parce qu'elle se forme, comme dit André Leroi-Gourand dans les années 60 avec le geste et la parole, elle se forme avec la technique de l'écriture. Elle s'est formée dans les tout premiers temps, dans les grottes de Lascaux, dans les grottes avec l'apparition de l'hominisation. Processus d'hominisation, les premiers écrits, les premiers dessins, c'est déjà un processus attentionnel. Donc l'attention soutenue, elle est très âgée. La détruire aujourd'hui, c'est détruire la nature même de l'individu. C'est ce qui fait notre conscience, notre humanité. Quand on détruit les systèmes attentionnels, c'est criminel. Absolument criminel. On s'attaque à la structure même, au pilier majeur de la nature humaine. C'est celui-là même qui nous a vu naître il y a plus de 30 000 ans, etc. Voilà. Donc l'attention divisée nous donne la possibilité d'exécuter plusieurs tâches en même temps. C'est ce qu'on avait étudié à travers les capacités séquentielles du cerveau. On en avait parlé la dernière fois avec Michel Desmurger. C'est-à-dire que le multitâche, par exemple, le cerveau travaille en séquentiel. Vous allez vider la vaisselle, vous allez faire autre chose en même temps. Vous regardez deux programmes où, à ce moment-là, le cerveau utilise une part de son énergie pour enregistrer les données, puis l'autre pour enregistrer les autres données. Il va alterner très très vite, comme ça. Mais c'est extrêmement fatigant pour le cerveau. Les femmes, il est vrai, ont plus de possibilités que les hommes. On est plus astigmate que ça devient de la télé. Voilà. Mais ce processus attentionnel se développe par quel biais? Vous parliez de lettres, d'écrits pour l'attention soutenue. Par quel biais se développe l'attention divisée, ce qu'ils appellent l'attention divisée? Alors, l'attention divisée, elle se développe avec la synaptogène, excusez-moi, je me trompe de nom. Attendez voir, je viens de le dire tout à l'heure et je l'ai oublié. Les activités sensorimotrices. Voilà. C'est essentiellement le facteur créateur de l'attention, pas divisée, mais je veux dire, comment dire, plutôt séquentielle pour moi, je vais l'appeler comme ça. Par exemple, vous jouez, un gamin de mon fils, en ce moment, il est en train de jouer avec des Legos, je lui ai acheté des Legos, donc il râle parce qu'il est un peu moins sur la télé, évidemment, c'est déjà la guerre. Justement, j'essaye de le faire travailler justement sur plusieurs choses en même temps. Il va construire, je sais pas, sa locomotive, puis l'autre truc en même temps. Il va écouter par exemple sa maman qui lui dit quelque chose en même temps qu'il va jouer. Ça commence avec des petites choses toutes simples. Mais surtout, c'est très lié à la faculté de concentration. Donc c'est important, dès le plus jeune âge, de les habituer à construire des choses. Par expérience directe. Voilà. Et puis surtout la question de l'ennui. On pense souvent que l'ennui c'est délétère, mais l'ennui c'est important parce que l'enfant va apprendre à gérer lui-même ce qu'il va faire
et ça l'aide à acquérir de l'autonomie. Rêver aussi. L'ennui, dans l'ennui, le rêver également. Rêver. Rêver aussi. Penser le monde, rêver. Vous avez de temps en temps, c'est bien. Donc vous avez aussi la marche, des petites choses toutes simples. Quand vous marchez, vous écoutez les oiseaux, vous regardez la lumière du soleil. Vous avez une intention qui va fonctionner en séquentiel. Voilà, toutes les activités physiques aussi. Alors l'attention sélective nous permet de faire une tâche précise tout en ignorant d'autres stimuli qui pourraient nous distraire. Alors là, on a affaire à la concentration à proprement parler. C'est-à-dire vous êtes, je ne sais pas, moi je suis en train de vous parler, j'ai un petit peu mal à une dent, là, je ne sens pas. Je ne sens pas parce que je suis concentré uniquement sur ce que je suis en train de faire. Donc forcément, dans le cerveau, les neurones qui vont s'occuper du social ont une prédominance. Donc le reste, la douleur, tout passe dans l'inconscient. Encore une fois, ceci se développerait par expérience directe? Au niveau de la concentration. Alors la concentration, c'est la question de la technique. Quand je vous parlais de l'enfant loup, ou quand on n'a pas appris à faire des choses, ce qu'on appelle les savoir-faire ou les savoir-vivre, la question des savoir-faire et la concentration, c'est indissociable. Absolument indissociable. Donc vous vous souvenez, on avait bien ri la dernière fois quand je vous avais dit, une patiente, je sais plus qui c'était, m'avait dit, j'ai pas de problème avec mon gamin, il reste concentré 3 heures sur les jeux vidéo. Tout va bien, il est concentré, tout va bien. Mais c'est pas la même concentration. C'est l'attention réactive. Celle-là, elle est liée, on va dire, à un certain stress très animal. Quand vous voyez un serpent, immédiatement, il se passe quelque chose. Dans les jeux vidéo, c'est un peu la même chose. Vous êtes réactif dans la seconde. Parce que justement, comme on l'a vu avec les tirs, le soldat, vous êtes complètement happé dans la scène de guerre. On est acteur. Donc c'est pas du tout le même type attentionnel. Alors, est-ce que je peux passer certaines choses parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout voir. Prédominance de l'inattention. Ça c'est important, je pense. La prédominance de l'inattention. Donc ne pas soutenir son attention sur une même tâche pendant une longue période. Une production écrite, lecture, plan, brouillon, correction propre. Donc ça joue beaucoup sur l'organisation aussi, les facultés d'organisation du cerveau. Donc sur les études. De la difficulté à suivre de longues conversations. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi quand vous êtes très fatigué. Moi ça me le fait. Beaucoup de mal. Ensuite, est distrait par les bruits, par l'environnement, est anxieux pour tout et rien. C'est normal parce que l'amygdale dans le cerveau va commencer à s'exciter dangereusement. C'est la zone qui détecte les dangers dans le cerveau, et quand elle s'excite, l'anxiété et l'angoisse arrivent naturellement. Donc on voit bien que avoir un cortex bien développé permet de réguler les émotions. Alors, oui, pourquoi pas. Donc dans le comportement, prédominance de l'hyperactivité. Si vous avez quelqu'un qui aime faire des efforts, ou est gaffeur, ou des choses comme ça, a de la difficulté à rester en place pendant un court moment, présente des signes de nervosité, tape du pied ou de la jambe, joue avec un crayon sans arrêt comme ça. Préférer rester debout que d'être assis, va boire de l'eau régulièrement ou évite une tâche cognitive, c'est-à-dire trop profonde. Là, vous pouvez détecter effectivement... En ce qui concerne l'impulsivité, c'est-à-dire l'agressivité, a de la difficulté à comprendre les notions de bien ou de mal. Dans l'impulsivité, effectivement, on ne se pose pas de questions. On passe à l'acte. Entretient une rumeur non fondée, oui, on peut voir ça comme ça. Mais moi, je le verrais plus comme quelque chose de encore plus pulsionnel. Change souvent d'idée, études, travail, couple, etc. On en revient au couple, voilà. Donc, tout se rejoint. Alors là, j'arrive pas à décrypter. Désolé. C'est au Québec? C'est au Québec. Oui, mais parce que justement, ça vient du Canada. C'est le meilleur que j'ai trouvé. A de la difficulté à gérer son budget, est impatient et désordonné dans ses cartables. Ils ont un temps d'avance là-bas sur certaines études par rapport à chez nous. Ça ne m'étonne pas le même au Québec. Bon voilà, grosso modo, je ne vais pas m'éterniser, mais si le tableau des rétentions il est très bien, on peut voir ici. Donc lors d'une nouvelle information, vous avez un niveau de rétention, c'est-à-dire de captation qui est plus élevé.
Pendant les exercices pratiques, il baisse, mais c'est normal, c'est la concentration qui prend le relais. Et pendant la clôture, vous avez de nouveau, 40 minutes après, une hausse de la rétention, et puis ensuite ça chute. Voilà. Déjà là, je trouve que c'est beaucoup. Hein. Aujourd'hui, des élèves qui arrivent à faire ça pendant 40 minutes, je leur tire mon chapeau. Donc voilà, là c'est la durée moyenne de l'attention selon le temps de cours. Alors, 20 minutes, période de grande écoute. Donc j'imagine le matin quand les enfants ne sont pas trop fatigués, ou alors après 17 ou 18 heures. 90% du temps, 18 minutes au total, 20 minutes. Bon, je vous laisse lire la suite. Sur 40 minutes, seulement 75%, 30 minutes de rétention. Et sur 80 minutes, 62%, seulement 50 minutes de rétention. Et dans les périodes de faible intensité, si l'enfant est fatigué, vers 3h, 2 ou 3h de l'après-midi, c'est seulement 10%, donc vous avez 2 minutes sur 20 minutes de rétention, ce qui est quasiment rien. Ah, j'ai oublié une chose, si vous faites jouer, si vous ne faites pas, ne regardez pas, enfin, je vais y arriver, pour le coup c'est moi qui fais défaut, ne mettez pas votre enfant devant la télévision le matin avant d'aller à l'école. Une demi-heure de télévision, il mettra 2 heures pour recharger ses batteries cérébrales. Donc il n'arrive pas à sucer. Donc là, sans le vouloir, vous sapez le travail de l'instituteur, du professeur, sans même le savoir. Donc sur 40 minutes, seulement 25%, soit 10 minutes. Et le dernier, sur 80 minutes, 38%, soit 30 minutes. Donc évidemment, quand vous avez par exemple le théorème de Thalès qui est expliqué, si vous ne suivez pas tout, c'est pas la peine. Ça ne va pas marcher. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les enfants, c'est vraiment aussi cool. Donc là, voilà, ça c'est intéressant aussi. Rétention de l'information selon la méthode de l'enseignement. Enseigner aux autres, on retient mieux. 90%. Et je peux vous le confirmer, c'est vrai. Voilà, je peux vous le confirmer. On arrêtera vers 9h30, ça ira à peu près? Oui, c'est bon?